Lepage, avec nous, avocate, amie de Jean-Marie Pelt, femme vraiment de l'environnement, évidemment, ancienne ministre de l'Environnement. Avec nous, nous avons Laure Giamberini, qui est donc directrice du LIEC, donc au CNRS, et qui va nous parler aussi de Ecotox, de ce qu'elle fait. Et puis aussi donc, André Gicolella, qui est chimiste, toxicologue, bien réputé, qui a fait aussi avancer les choses, président du réseau Environnement et Santé, car qu'est-ce qui va faire bouger les gens demain, a priori? Ce sera lorsqu'ils seront touchés dans leurs biens ou touchés dans leur santé. D'où le What Else qui aura lieu vendredi prochain. Chère Corinne, lorsque l'on parle, c'est intéressant d'être lanceur d'alerte aujourd'hui. Quand on est globalement lanceur d'alerte, on est passé quand même depuis 2017, vous n'oubliez surtout pas ça, on est passé de écologiste à amiche à écoterroriste. Bon, où est-ce qu'on place effectivement donc le lanceur d'alerte, il est quand même pas loin de tout ça. Hein. Il est pas loin de tout ça. Qu'est-ce que vous voulez en fait on va pas partir forcément sur des définitions, mais pour toi qui es une femme qui a toujours été engagée, pas militante, mais vraiment engagée sur plein de causes, et en plus des causes communes avec Jean-Marie, quand on parle de lanceur d'alerte, qu'est-ce que tu as envie de dire? D'abord, j'ai envie de dire bonsoir à tout le monde. J'ai envie de dire que je suis toujours très heureuse et très émue de revenir à Metz. Mon mari Christian Hublot a fait le premier cours de droit de l'environnement dans cette maison en 1973, à la demande de Jean-Marie Pelt, et moi-même j'ai enseigné le droit pendant 2 ou 3 ans à la fin des années 70. Donc c'est toujours à la fac, la fac en préfabriqué, il n'y avait pas encore une fac, c'était des algécos. Voilà, mais donc je suis toujours très heureuse et très émue d'être à Metz et de revoir les Messins. Voilà, ça c'est la première chose que j'avais envie de dire. Alors ensuite, c'est vrai que le lanceur d'alerte tel qu'on a pu le connaître du temps de Jean-Marie et tel que c'est aujourd'hui, c'est quand même assez différent. Je pense qu'on en parlera pendant la soirée. Et pour moi, le lanceur d'alerte, c'est celui qui sait quelque chose et qui a le courage de le dire. Ah, joli. Voilà. C'est assez simple, c'est pas quelqu'un de militant qui défend à peu près une cause, c'est quelqu'un qui sait quelque chose qui est d'intérêt commun, qui est d'intérêt général, et qui a le courage de le dire, quelles que soient les conséquences que ça va avoir pour lui à titre personnel. Voilà, c'est ça pour moi un lanceur d'alerte. C'est pas autre chose. C'est pas quelqu'un qui rêve de caméra ou qui est complètement déchaîné. Non, c'est à la base un scientifique ou quelqu'un qui est convaincu par un scientifique et qui défend une thèse qui lui paraît juste, jusqu'à ce que le débat scientifique étant ce qu'il est, ou tout au moins étant ce qu'il était, on pouvait en discuter. Parce que la science, c'est précisément, il y a quand même toujours un doute sur la science, mais au moins d'alimenter les faits dont on a connaissance et qui vont dans une certaine direction. Pourquoi est-ce que je disais que les choses ont beaucoup changé? Parce que, certes, on y reviendra maintenant, il y a une protection du lanceur d'alerte, juridique, mais dans la vraie vie, c'est quand même très différent. C'est très différent parce qu'il y a beaucoup de manières de faire pression sur les gens, et pas seulement le fait de lui donner un statut, mais le fait de lui rendre la vie impossible dans l'entreprise où il travaille, ou dans l'administration dans laquelle il vit, le fait de déchaîner des réseaux sociaux contre lui, enfin il y a plein de manières de faire les choses, en fait. Et le plus grave, à mon sens, c'est le rapport, mais madame, je pense que vous en parlerez beaucoup mieux que moi, la grande difficulté du rapport aujourd'hui à la science. Parce qu'on est dans un monde quand même où les vérités alternatives qui sont nées il y a une dizaine d'années, à peu près, les vérités alternatives, qu'on peut aussi appeler mensonges, entre nous, hein. Les vérités alternatives, c'est mensonge. Quand les gens vous disent c'est une contre-vérité, bon, c'est un mensonge. C'est un mensonge, voilà. En fait, se met énormément de doutes, et les thèses complotistes y participant, c'est aujourd'hui quand même extrêmement difficile
de soutenir des faits qui sont pourtant extrêmement avérés. André l'a vécu, il vous en parlera, mais les choses continuent, je dirais très allègrement, sur des sujets qui sont quand même maintenant extrêmement documentés. Parce que la science, elle progresse. On sait de plus en plus de choses. Je prendrais, mais je suis peut-être trop longue, tu veux que je m'arrête ? Non, mais vas-y, c'était intéressant. Je prendrai un exemple que tout le monde connaît, c'est le glyphosate. Ce charmant produit auquel Jean-Marie s'est beaucoup intéressé, parce qu'il ne faut pas oublier que les OGM, c'est avant tout des éponges à pesticides, et notamment à glyphosate, puisque les OGM contre lesquels on s'est bagarré, tous les deux, c'était des OGM qui étaient tolérants aux herbicides, c'est-à-dire au Roundup. Et le Roundup, c'est du glyphosate auquel on a rajouté un certain nombre d'adjuvants pour le rendre un peu plus vigousse. C'est ça. Les OGM, c'est pas autre chose que ça. Parce que les OGM qui permettent de voir, qui poussent sans eau, tout ça, ce serait vachement bien, sauf que ça n'existe pas. Non. Voilà. Donc, j'en reviens à mon point. La grande difficulté dans laquelle on se trouve, c'est que les connaissances sur le glyphosate, elles sont quand même aujourd'hui relativement précises. Vous avez par exemple un rapport de l'INSERM qui est sorti il y a 2 ans. L'INSERM, c'est pas Greenpeace. J'ai rien contre Greenpeace, mais enfin, c'est pas Greenpeace, l'INSERM. C'est quand même un organisme public extrêmement sérieux. Vous avez un paquet comme ça d'études sur les pesticides et en particulier sur le glyphosate. Eh bien, on continue à nous dire que non, pas du tout. Le glyphosate, il n'y a aucun problème pour la santé. Et qui est-ce qui le dit ? C'est l'EFSA, c'est-à-dire l'Agence européenne de sécurité sanitaire et alimentaire. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est la Commission européenne qui réautorise pour 10 ans le glyphosate. Et pendant ce temps-là, Monsanto-Bayer, puisque vous savez que Bayer a racheté Monsanto-Bayer a des indemnités à payer aux États-Unis qui de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards de dollars, ce qui fait qu'ils s'interrogent sur le point de savoir s'ils vont continuer à produire du glyphosate. Mais nous, en Europe, pas du tout. On continue allègrement. Voilà. Je vous donne cet exemple parce que tout le monde peut le connaître et le comprendre, qui montre quand même la difficulté quand on a des certitudes, quasi-certitudes, d'avancer. Je terminerai en disant que le gros souci qu'on a, enfin à mes yeux, mais je parle en juriste, je ne suis malheureusement pas une scientifique, c'est ce qu'on appelle le lien de causalité. C'est-à-dire la preuve absolue que telle maladie est bien imputable à telle saloperie. Il n'y a qu'un produit pour lequel on est sûr, c'est l'amiante. Pourquoi l'amiante ? Parce qu'on trouve des fibres d'amiante dans la plèvre des gens. Donc là, il n'y a pas de débat. Mais pour tout le reste, c'est comme le cancer du poumon et le tabac. Oui, il y a de fortes chances que si vous avez fumé 3 paquets par jour et que vous avez un cancer du poumon, c'est dû à votre tabac. Mais on n'a pas retrouvé des briquets dans les poumons des gens. C'est pour ça qu'on n'est pas sûr. C'est vrai, en fait, pour tous les produits. Et donc, les lobbies jouent là-dessus en disant, c'est pas sûr. Et l'apport qu'a eu Jean-Marie, c'est justement de mettre son poids de scientifique, son poids d'homme médiatique, sur un certain nombre de sujets, à commencer par celui des OGM, mais pas que, pour convaincre les décideurs de la direction dans laquelle il fallait aller. Excusez-moi, j'ai été trop long. Non, parce que tu es intéressante, c'est tout, donc tout va bien. Nos avis ne manifestent pas, tu vois, on va pas faire un bronca parce que tu as été trop long, tu n'es pas trop long. André Chicolela, donc chimiste, toxicologue, donc ancien chercheur en santé environnementale, qui s'intéresse toujours à l'affaire depuis... qui va continuer depuis, voilà, et président donc, du réseau santé, environnement santé. Bon, toi tu es devenu aussi, alors tu étais quand même, tu étais un spécialiste des solvants, les éthers de glycol, etc., de merveilleuse joyeuseté. Comment tu lis ce mot de lanceur d'alerte ? Parce que toi tu l'as été, aussi, tu brouillé quand même aussi. Donc, je suis devenu lanceur d'alerte officiel. Voilà, c'est ça. En 2002, donc il y a 25 ans, quand la Cour de cassation
émet sa première jurisprudence de protection des lanceurs d'alerte. À la suite dans une affaire qui me concernait directement, puisque j'ai été licencié en 1994 de l'organisme où j'étais, l'Institut national de recherche et de sécurité, où je travaillais justement pour... j'avais rassemblé toutes les compétences. C'était un projet européen qui réunissait 15 équipes de recherche, un très gros projet, qui débouchait sur une conférence pour faire le point des connaissances accumulées. Donc, dans ces connaissances, il y avait effectivement une partie. Il y a vraisemblablement un effet chez l'humain, et donc il faut en tenir compte. Tout à fait basique comme démarche. Et 15 jours avant, donc, il y avait 200 participants, 40 communications écrites, 40 communications orales. J'avais le soutien même du président de la région Lorraine, le maire de Nancy de l'époque, donc Jean Rolonguet, Rossino, etc. Tout le monde trouvait ça très bien d'avoir fait cette manifestation à Pont-à-Mousson. Et 15 jours avant, je suis licencié pour faute lourde. Alors, faute lourde, ça veut dire que à la fin du mois, vous ne touchez plus un centime. Hein. Bon, c'est vraiment ce qu'il y a le plus sévère comme sanction. Alors qu'est-ce que j'avais fait comme opération? J'avais dit que, écoutez, on est en train de préparer ce colloque. On avait ressorti un problème qu'on avait eu effectivement dans la liste, etc. Et principalement, le problème qu'on me reprochait, c'était de vouloir présenter à cette occasion les premiers résultats des effets chez l'humain. Tant que ça reste un problème de souris et de rat, c'est parfait. C'est parfait, enfin c'est parfait, non, c'est pas parfait. Non, mais vous savez l'argument extrêmement simple. L'homme n'est pas un gros rat. Bah si, dans les faits, on est... Les mammifères notamment, mais même quand on a des données sur le cellulaire, on peut en tirer des conséquences sur la protection humaine. Si on attend, c'est ce que Corinne rappelait, sinon c'est la stratégie de l'amiante. On attend d'avoir la preuve épidémiologique, donc ça prend 100 ans, et 100 ans après, on va vous dire « Ah, on sait pourquoi vous êtes mort ». Ça, c'est pas tenable, c'est pas tenable comme raisonnement. Quand on a des données, et dans le cas des éthers de glycol, on avait des données sur 5 espèces animales, le même schéma métabolique qui aboutissait effectivement à la même conclusion, les mêmes effets. Et quand vous avez ces produits éthers de glycol, utilisés largement, c'était utilisé dans les médicaments, qui considéraient les médicaments comme c'était utilisé, c'était le principal composant de la plus grande peinture à l'eau, c'est les produits à l'eau en fait. Hein. À l'époque, Avi3000, c'était du méthylglycol, qui est le plus toxique des éthers de glycol. Avec les effets tératogènes, les effets tératogènes, ça génère des malformations. Une exposition pendant la grossesse, c'est pas une exposition sur toute la vie. C'est une exposition de courte durée qui va avoir des impacts sur toute la vie. Donc, quasiment l'exposition quotidienne, et quand on analysait avec les méthodes dont on disposait à l'époque, on calculait des indices de risque, on était aux alentours de 10 000. Alors qu'il ne faut pas dépasser 1. Bon, à ce niveau-là, il n'y avait vraiment pas photo. Et puis on avait les données, effectivement, les premières données publiées dans la littérature, 1973, chez le rat, effet tératogène, et on était là en 1994. Donc il y avait largement de quoi en tirer des conséquences du point de vue réglementaire. Et donc le licenciement intervient. Alors les partenaires scientifiques avec qui je travaillais, l'agence américaine et l'agence suédoise, totalement stupéfaits. Hein. Donc ils interviennent en disant mais on ne va pas arrêter ce rassemblement qui est nécessaire. Il y avait eu un rassemblement 10 ans avant qui avait fait le point sur les connaissances, on avait dit 10 ans après on fait le point. Donc ça va avoir lieu, mais j'ai été licencié, donc je n'ai pas le droit de participer. Donc on va saisir le tribunal de grande instance en référé, et je vais obtenir le droit de venir participer au colloque que j'ai organisé, mais sans prendre la parole. Mais l'ambiance. Et donc, à la fin, effectivement, mon ami américain qui prend la présidence à ce moment-là, dit il faut absolument qu'on tienne ce colloque. Donc le colloque avait été rétabli. Il dit je prends la responsabilité, sinon qui le faisait? Et à la fin, effectivement, du colloque, il dit maintenant le colloque est terminé, donc comme ça on va pouvoir faire publier les actes. Ça aura été fait. C'était ça l'objectif principal. Et maintenant, j'appelle André Sicolella à venir à la tribune, nous rejoindre. Et à ce moment-là, je me lève, je traverse la salle, et la salle se lève en faisant une standing ovation. Une scène classique de cinéma, mais enfin, quand on la vit personnellement, c'est assez fort, parce qu'effectivement, il était important que ces connaissances accumulées soient traduites en action.
Et le lanceur d'alerte, c'est ça. C'est pas un métier, lanceur d'alerte. Hein. C'est simplement dire, on en sait suffisamment pour agir, et en tant que scientifique, j'ai ma responsabilité de transférer cette connaissance en termes compréhensibles. Parce qu'on peut très bien parler de façon très scientifique, de façon à ce que les gens ne comprennent pas. Les publications scientifiques, c'est incompréhensible pour le commun des mortels. Ce qui fait que maintenant, dans les publications scientifiques, je vois un dernier article que j'ai regardé, l'état des connaissances sur perturbateurs endocriniens et cancer de la prostate. 498 références, une trentaine de pages, mais l'essentiel tient dans les premières lignes. Oui, il y a bien un lien entre cancer de la prostate et perturbateurs endocriniens. Voilà. Donc du point de vue de la connaissance et du transfert dans le débat public, c'est ça qui est important, savoir comment on arrive. Bien ça, c'est les procédures d'évaluation des publications scientifiques. Vous voyez. Donc les scientifiques ont la responsabilité, et ils ne sont pas souvent éduqués dans ce terme-là. Et tu rencontres Jean-Marie à quel moment? Justement à la fin, peut-être du procès, je ne sais pas comment ça s'est passé. Donc, la rencontre avec Jean-Marie. Alors Jean-Marie, on a dû se rencontrer de fait à travers l'écho de cette affaire. Voilà. Parce que ça a été en 2 mois en fait. Hein. Donc il y avait des articles régulièrement dans l'Est républicain, Républicain Lorrain. Donc on ne s'est pas rencontré à ce moment-là. Mais je l'ai rencontré après, effectivement. Il m'avait invité, notamment Fourcade-Thier, une réunion qu'il a organisée. Je pense que ça l'a conforté, effectivement, de me voir que d'autres, que lui, avaient cette mission de rendre compréhensible les données scientifiques au grand public. Et donc, d'où le lien que j'ai pu avoir avec lui sur ce sujet, mais qui reste effectivement d'actualité parce que là, on évoque les OGM, on évoque, et c'est très bien d'avoir choisi ce petit film, effectivement. Il y a une espèce de folie aussi chez les scientifiques de croire que la science n'a pas de limite. Et donc, cette folie en matière de produits chimiques, c'est de croire qu'une substance chimique, on peut en faire l'utiliser n'importe quand, n'importe comment, et que ce qui est essentiel, c'est de le produire. Moi, je dis toujours que la chimie est le problème, mais c'est aussi la solution. Je donne un exemple très simple. On a créé le réseau environnement santé il y a 16 ans. Première campagne sur les biberons en bisphénol. Je pense que tout le monde a ça en tête. Ça, vous avez réussi. Ça, je suis très fier. Tu peux. 5 millions d'enfants naissent en Europe qui ne sont plus, depuis 16 ans, intoxiqués par leur biberon. Il fallait quand même le faire, il fallait oser. De faire une matière plastique avec une hormone de synthèse. Une hormone de synthèse. Le bisphénol, en 1936, est testé pour faire une hormone de synthèse. C'est le distilbène qui va être choisi. Ouais, distilbène, c'est exactement la même chose. Un peu de choses près, c'est la même chose. En 1953, on va inventer le polycarbonate qui est du bisphénol pur. Un polymère, par principe, vous le mettez au micro-ondes, il se dépolymérise. Quand je vois les résultats de la contamination sur un liquide d'un passage au micro-ondes, c'est stupéfiant. Vous avez des quantités phénoménales d'hormones de synthèse qu'on donne allègrement 6 fois par jour aux nourrissons. Donc à ce moment-là, cette première alerte lancée par le réseau environnement santé qui va être suivie des faits. Et ça, c'est toujours intéressant de savoir. En un an, ce sont les sénateurs radicaux qui commencent. Pourquoi les sénateurs radicaux? Parce que sénateur et radical, c'est un oxymore pour moi. Donc mais en fait, c'est une collaboratrice, une jeune femme. J'ai eu la clé après. Moi, je n'avais pas mes entrées chez les sénateurs radicaux. C'est une jeune femme, une collaboratrice qui voit cette campagne, qui prépare le dossier, et les sénateurs radicaux vont donner leur accord. Ils vont défendre. Moi, j'ai assisté à la séquence où ils défendaient le texte. On avait l'impression qu'ils baignaient dans les perturbateurs endocriniens depuis des années, quoi. Et donc, il faut voter l'ensemble du Sénat, puis après les députés vont voter, et après l'Union européenne va suivre dans l'année. Vous voyez, en face de nous, on avait qui? On avait Bayer, BASF et Total. Pas mal. Alors là, c'est un joli score. Je pourrais lancer aussi sur le cancer du sein, parce que là, il travaille aussi beaucoup dessus, donc on va y revenir aussi tout à l'heure. Je vais juste passer le micro effectivement alors, puis après je te relance. Non, t'inquiète pas, ça te permet de souffler, prends un peu de flotte, là tout va bien. Et youpi, je sais pas qui. Justement, la qualité de l'eau, tiens, ici, là, moi je connais un, cher Jean Bérény, donc directrice du LIEC. Alors rappelez-nous, le LIEC, c'est le laboratoire interdisciplinaire
des environnements continentaux. Alors, vous dépendez de l'Université de Lorraine, de Metz, de Nancy. J'oublie des choses au passage. CNRS quand même. Hein, CNRS. Voilà, donc alors n'hésitez pas donc à coller donc, Ouais. le micro. Oui, le laboratoire est rattaché à l'Université de Lorraine maintenant. Les différentes universités de Metz et de Nancy et de Metz ont fusionné pour être celle de Lorraine. Et donc vous êtes écotoxicologue, chercheuse en écotoxicologie aquatique. Voilà, moi je suis spécialisée dans le domaine aquatique. L'écotoxicologie, c'est étudier les différents polluants qui vont contaminer l'eau, le sol ou bien l'atmosphère, trouver leur origine, leur source, voir comment ils se comportent dans les différents milieux environnementaux, et puis après comment ils vont passer vers des organismes animaux, végétaux, et quels sont leurs effets, et donc biologiques. Vous disiez tout à l'heure la difficulté d'intéresser le grand public et d'intéresser les politiques au sens large sur les risques. Quand ça touche les reins, si les preuves sont sur les différentes espèces animales, dans un but d'évaluer la toxicologie sur l'homme. Donc là déjà il y a une difficulté d'intéresser les politiques, les gestionnaires et le grand public. Vous imaginez la difficulté encore plus grande quand ça touche qu'une rivière, un sol, quand ça touche des invertébrés d'un sol, d'une rivière, quand ça touche les poissons, ça peut intéresser les pêcheurs. Ils n'ont plus de poissons. Donc c'est directement dans le quotidien. Mais vous imaginez que tous les produits chimiques que monsieur a étudiés, tous les produits chimiques qui ont été générés se retrouvent et que nous utilisons, se retrouvent à un moment donné dans le aquatique ou terrestre, et ils vont toucher, au-delà des espèces qui peuvent être emblématiques pour l'homme, la plupart des espèces sont des invertébrés, et la difficulté est d'intéresser et de montrer en fait les dégâts sur ces espèces-là et pour l'ensemble de l'écosystème. Donc quand on a peu d'intérêt déjà à écouter quel est le risque pour l'humain, vous imaginez la difficulté des scientifiques pour montrer un risque pour l'environnement. À part quand il y a un désastre, quelque chose qui explose, un bateau qui coule, une marée noire, une usine qui explose, comme dernièrement, quelques années à Rouen. Et donc c'est difficile à expliquer, et le grand public a du mal à s'approprier ça. Et comme scientifique, je pense que... Alors, moi, je ne suis pas une lanceuse d'alerte, mais la parole du scientifique, elle a été changée depuis un certain nombre d'années, mais on est tous aussi formés à venir parler de notre science, de nos résultats, de venir les partager avec vous ce soir, par exemple, mais on a une partie de notre travail qui est vers le grand public, mais vers les enfants, vers les élèves de toutes les classes. Au-delà de nos étudiants que nous formons, on intervient aussi auprès d'un public plus ou moins scientifique, plus ou moins averti, ou éclairé, et puis on intervient aussi vis-à-vis de toutes les classes et de primaire et du secondaire. Et donc, c'est aussi cette démarche que l'on doit faire. Et je pense qu'il faudra peut-être encore... je pense que le jeune public peut être bien éduqué par rapport à ça, et on le sait tous, si on veut toucher les parents... C'est par les réseaux sociaux, de toute façon, maintenant. Oui, non, on va espérer qu'il y a autre chose que les réseaux sociaux. Oui. Et donc, mais ça c'est un avis personnel pour l'éducation des petits. Et on sait que si on veut toucher les parents, c'est les enfants que l'on doit éduquer. Et donc, on ne désespère pas. Il nous reste un peu d'espoir, parce que sinon, on s'arrêterait et ça serait compliqué. Moi, je voulais juste dire, par rapport à Jean-Marie Pelt, alors, j'ai pas travaillé avec lui, moi j'étais son étudiante. J'ai fait partie des premières promotions du DUG à l'époque, donc moi ça ne me rajeunit pas non plus. Voilà, quelque chose qui est maintenant inclus dans le cycle LMD, mais il y a eu un DUG qui a été mis en place à l'Université de Metz à l'époque, et il était un des premiers intervenants, et pas le seul, il y a d'autres personnes qui sont là dans la salle, et dont j'aimerais citer le nom parce qu'on était connectés. Donc j'ai passé ma thèse ici dans cette salle.
On était connectés ici, toutes les personnes qui travaillaient en environnement, et donc il a été un des premiers professeurs à intervenir dans ce domaine-là, en biologie végétale, et il a intéressé... Il a ouvert les portes finalement de la science, de la biologie végétale et de l'intérêt pour beaucoup d'étudiants à la nature. Et donc parce qu'il savait la raconter parfaitement bien. Et donc, alors il parlait rarement, M. Pelt, j'appelle M. Pelt, de biologie moléculaire, en tout cas avec nous, mais il parlait de biologie végétale et il racontait la biologie végétale. Et donc, c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu oublié, avoir l'importance du narratif autour d'un cours, autour d'une discipline. Il s'agit de la raconter et puis d'apporter le plus de précision possible, mais aussi de la raconter. Et il savait particulièrement bien raconter. Et donc il a intéressé des centaines d'étudiants aux disciplines de l'environnement, et pour ça, bien voilà, tout le monde n'a pas cette facilité, cette capacité-là. On est des scientifiques plus ou moins mis en avant, et là il avait cette capacité parfaite de raconter des histoires et d'entraîner des étudiants avec lui. Et donc pour ça, voilà. Mon grand-père, donc, qui était donc jardinier chez Wendel, à Rodemack, et qui donc le prenait sur ses genoux, et il lui racontait des histoires. C'était son grand-père qui lui a transmis le goût du récit, et il lui disait, mais tu vois, il m'a appris 3 choses. Il m'a raconté le petit Jésus, les abeilles et le jardin. Voilà. Donc c'est parti de là. Lui-même, effectivement, un narrateur extraordinaire. On se disait, Jean-Marie, effectivement, qu'on est tous, on sait, des animaux de récit, que ce soit des récits mythiques, des récits bibliques, des récits de femmes, etc. On est tous pétris, effectivement, d'histoire. Et lorsque vous avez une raconteuse ou un raconteur, quel que soit le sujet, bon, a priori, on espère que c'est pour le bien commun, ça fonctionne. Ça fonctionne. Vous pouvez être extrêmement intelligent, extrêmement capé, si vous n'êtes pas raconté aujourd'hui, c'est foutu. Bon, on n'arrive pas à capter effectivement donc l'attention. Il avait ce don qu'il avait en lui, en plus il avait cette voix merveilleuse, donc il était présent déjà tout de suite. Vous mettiez devant un poste de radio, devant un micro, de l'autre côté effectivement du transistor. Le transistor pour les enfants, c'est bien, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, c'est un machin qu'on se trimbalait, etc. Ok, bon, c'est fini ça. Mais ça fonctionnait très bien. J'ai juste envie de vous dire une phrase, parce que, évidemment que ce mot de lanceur d'alerte n'existait pas, mais il avait très bien compris que la nature humaine, qui était merveilleusement encapsulée dans cette hyper-économie, il n'y avait rien contre l'économie, hein. L'économie bien comprise, c'est-à-dire l'échange de biens et de services, il n'y avait pas de problème. Ce sont simplement les 3 défauts, on va dire, de l'être humain, qui sont à la fois, quel que soit l'ordre des choses, nous sommes des animaux géniaux, mais simplement un tout petit peu imprévoyants, un tout petit peu cupides, et un tout petit peu arrogant. Vous voyez? Et on n'arrive pas à dépasser ça. On n'arrive pas à dépasser ça. Jean-Marie a écrit « La croissance économique se fait au prix de la décroissance écologique. Comme une tumeur cancéreuse ne s'alimente qu'au détriment de l'organisme qu'elle épuise. Dans les 2 cas, le bilan final est désastreux. 1977. L'homme renaturé. » Bien. Dans la nature, rien ne s'oppose à rien. C'est l'homme qui a introduit la dualité. Et la dualité majeure est celle qui oppose l'homme à la nature. Tant qu'on est là, on ne s'en sort pas. Et je vous disais, évidemment, c'est pas forcément très, très joyeux, mais que l'être humain, et vous l'avez très bien dit aussi, va bouger avec ce qu'il voit. Donc, soit il est touché dans sa chair, ça s'appelle la santé, et heureusement porté par les femmes. Le lien entre écologie, environnement et santé, c'est porté par les femmes. Les mecs, je ne parle pas dans cette salle extrêmement éclairée, mais globalement ils s'en foutent. Bon. Et puis évidemment, si les biens sont touchés. J'ai écouté les informations, ce qui s'est passé là, sur Hermont. C'est-à-dire que là, on a eu quand même, c'était une tornade. On n'en avait pas beaucoup des tornades. On en a eu une dans le Nord, on a eu une en Normandie, et c'était tout. Dans les commentaires, rien. C'est-à-dire, alors, je ne dis pas que c'est forcément lié qu'au réchauffement climatique. Faisons attention à ne pas mettre tout sur le dos, etc. Mais les événements extrêmes, on en a de plus en plus.
Et on sait que les événements extrêmes à l'origine, eh ben, c'est justement c'est l'arrogance humaine qui est derrière. Donc quand les gens sont touchés effectivement dans leur chair, dans la nature, et alors, quand même heureusement aussi, l'exemplarité, alors les combats gagnés, le bisphénol, ça nous fait beaucoup de bien. Les exemples positifs, dimanche prochain, donc sur cette période chaîne, donc France Inter, on y est encore un petit peu jusqu'au mois de juin, donc dans CO de mon amour à 13h20, la commune de l'autre côté, je suis désolé, on va traverser les Vosges, on va se retrouver en Alsace, Patrick Barbier, Muttersols, 2300 habitants, on est dans le Ried, donc l'endroit où il y a des roseaux, c'est ça, il est pour la deuxième fois capitale française de la biodiversité. Parce qu'il a tout misé sur effectivement la nature et le bien-être des gens. Il ne emploie absolument pas le mot d'écologie, hein. C'est pas ça. Il doit avoir aussi un taux de 30% de RN, il dit c'est très peu, moi dans mon coin effectivement c'est très peu. Mais tout ça pour dire que il n'a pas besoin de ça, mais c'est l'écologie par la preuve et par l'action. Donc ça parle aux gens. Ça parle véritablement aux gens. Leur parler de bien-être, etc. et tout, et ça compte. Donc, heureusement, l'exemplarité, c'est le côté positif, ça nous fait du bien, et ça existe aussi. Le problème, c'est que dans une course contre la montre complètement dingue, entre les tonnes de produits là, qui sont balancés, des nouvelles molécules, évidemment, on ne parle pas des interactions, là je parle de gens qui sont capés, les interactions entre eux, mais c'est impossible de savoir ce que va donner telle ou telle molécule. C'est pour ça qu'après, quand vous avez une maladie, on vous dit, oui, mais vous comprenez, c'est multifactoriel. Corinne nous l'a rappelé, on est à peu près, bon, le marqueur de l'amiante, on l'a, on sait à peu près que la clope, c'est pas terrible non plus, l'alcool, on le voit aussi à peu près, et après, les cancers environnementaux, mais vous n'y êtes pas, c'est multifactoriel. Alors c'est vrai qu'on a une ADN qui est différente des uns des autres. Là, je rappelle au passage, parce que tu l'as très bien dit aussi tout à l'heure, on a 40% d'ADN commune avec une truite, hein, donc ça rend calme, hein, on a les uns les autres. Et si on ne veut pas comprendre, effectivement, et donc si on ne veut pas comprendre une fois pour toutes, effectivement, que le lien avec le vivant, on l'a, mais en permanence, c'est qu'on est passé à côté de quelque chose. Lanceur d'alerte, comment tu vois évoluer, alors je ne sais pas, Corinne, je te lance là-dessus, parce que très honnêtement, on y va en impro, hein, voilà. Là maintenant, on a quand même toute une jeunesse quand même, qui est tout à fait intéressante, qui est née donc, avec les réseaux sociaux, ou réseaux asociaux, comme vous voulez, pour le meilleur, pour le pire, mais il y a aussi le meilleur dedans. Ils savent se réunir, ils savent effectivement bouger, et on a une autre, on va dire, population, on va dire, de lanceurs d'alerte aujourd'hui. Voilà. Alors, ça peut se retrouver sur la 69, ça peut se retrouver, ça a été Notre-Dame-des-Landes, ça peut être, voilà, on est là-dessus. Ils vont d'ailleurs assez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais enfin, en général, ils vont davantage plus vite en garde à vue que les gars qui ont piqué les bijoux. Après, ça, j'en reviens la vendette. Voilà. Mais non, ça s'est fait. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce que tu vois aussi aujourd'hui? Ouais, c'est difficile à dire parce que c'est une nouvelle génération qui est quand même, pour moi, c'est deux générations. C'est la génération de mes petits-enfants, en fait. Qui est quand même très différente. J'ai des petits-enfants qui ont 20 ans, je discute énormément avec eux pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Ils fonctionnent de manière très différente de notre génération, sur quantité de sujets. Sur ces sujets-là, ils sont, oui, tout à fait capables de se mobiliser avec des outils extrêmement performants, beaucoup plus performants que ceux qu'on avait nous, ça c'est clair. Je suis quand même frappée de voir que, la mobilisation sur le climat, qui était extrêmement puissante il y a 4-5 ans, complètement cassé la figure. Il n'y a plus de mobilisation climat des jeunes. Non. C'est fini. Mobilisation santé, que dalle. Je ne vois pas de mobilisation santé. Sur ce sujet-là, un peu, vraiment pas beaucoup. Mais tu me corrigeras. Alors, pas beaucoup. Alors, sur des événements concrets liés à l'aménagement du territoire, oui. Ils ne veulent pas de telle ou telle opération, ça c'est clair. La question c'est est-ce que on a été capable de transmettre suffisamment ce qu'on savait nous déjà. Je pense que là il y a un sujet. Il y a un sujet. Et je voudrais, si tu me donnes 3 minutes, revenir en arrière sur Jean-Marie et les OGM.
Et Parce que vous avez fondé quand même le CRIGEN. Hein. oui, mais avant qu'on fonde le CRIGEN en 99 ou 18, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose qui est la chose suivante. Le sujet des OGM, moi je ne le connaissais pas. Il m'est tombé dessus quand j'étais au gouvernement. Je ne le connaissais pas parce que il y a pas beaucoup encore à l'époque. Et il se trouve que c'est la France qui avait fait la première demande de mise sur le marché d'un maïs génétiquement modifié en 1993. C'était pas moi, c'est mon prédécesseur, Michel Barnier. Et le sujet me tombe sur la figure en mars 96. Mars 96, ça dit probablement pas grand-chose aux gens qui sont dans cette salle. On était en pleine vache folle. On était en pleine vache folle et on venait d'apprendre que le prion passait la barrière des espèces. Ce qui était quand même une révolution parce qu'on pensait que ce n'était pas le cas. Et me voilà donc avec ce sujet sur les bras. Je vais voir Alain Juppé et je lui dis, le sujet revient à la table du Conseil des ministres, il faut virer ce truc. On ne sait pas, pour ce que tu disais tout à l'heure, sur la question de l'irréversibilité. Il peut y avoir une pollution génétique, on n'arrivera jamais à courir derrière. Et on me dit, ah ben non, c'est une demande française, vous soutenez. Donc j'ai dit, moi je ne suis pas d'accord, donc j'ai demandé une instruction écrite, et ensuite je me suis débrouillée pour qu'on ne vote pas. Pour une raison très simple, on était tout seuls, tous les autres n'en voulaient pas. Tous les autres Européens étaient contre. Je reviens à Paris, et je me dis, je ne vais pas en rester là. Et à ce moment-là, je commence à travailler vraiment le sujet. Je commence à travailler le sujet en recevant les pour et les contre. Et je reçois dans ce cadre Jean-Marie Pelt. Et Jean-Marie Pelt m'explique et me convainc totalement. Là-dessus, je reçois ceux qui étaient pour, je leur pose les questions qu'avait soulevées Jean-Marie, auxquelles ils répondent n'importe comment. Et donc là-dessus, j'écris une lettre à Alain Juppé, qui ne m'avait rien demandé, c'était en novembre, pour lui dire, monsieur, il faut arrêter avec ce truc-là, pour telle et telle raison, qui étaient les arguments de Jean-Marie Pelt. Pas de réponse, on était en novembre 96. Au début de l'année 97, le hasard des choses fait que je me retrouve chez le ministre de l'Agriculture, qui était vachement bien à l'époque, très bien, très bon ministre de l'Agriculture. Ça change, ça. Et on devait parler du programme de mise aux normes des bâtiments d'élevage, aucun rapport. Et avant de parler de ça, je lui dis, écoute, il y a un truc dont il faut que je te parle, c'est les OGM. Ah, il me dit, c'est marrant que tu me parles de ça. J'ai un arrêté à signer sur mon bureau, parce que c'est lui qui avait la compétence en France, et moi la compétence en Europe. C'est très bien fait, n'est-ce pas? Et il s'agissait de la mise en culture des OGM. Je lui dis, fais surtout pas ça, il y a un vrai problème. Il me dit, ben, c'est très bien, demain, Conseil des ministres, il y a une communication du ministre de la Recherche sur le sujet, des conférences de consensus, on va aborder la question. Et donc, j'ai, j'allais dire, plaidé au Conseil des ministres, et j'ai obtenu le moratoire sur les OGM. Nous sommes en février 97. Je l'ai obtenu parce que Jean-Marie Pelt m'avait convaincu, et c'est en fait lui qui l'a obtenu. Et donc, quand nous sommes sortis du gouvernement en mai 97, on a rediscuté beaucoup de ça avec Jean-Marie, notamment chez Jean-Yves Kachgar à Sciences Frontières, à Cavaillon. Vous verrez Jean-Yves la fin de la semaine, je pense, qui était un lieu absolument extraordinaire à l'époque, formidable. Et on a décidé de créer le CRIGEN, parce que j'avais été horrifiée des informations fausses qui m'avaient été données en tant que ministre. On m'avait raconté des carabistouilles, on parlait vulgairement. Et donc, on avait besoin d'une information indépendante des lobbies. Et c'est comme ça qu'est né le CRIGEN, dont Jean-Marie Pelt a été le premier secrétaire général. Et Colette Goussement, qui est dans cette salle, est toujours aujourd'hui membre du CRIGEN. Voilà. Et comité de recherche et d'information indépendant sur le génie génétique, c'était précisément fait pour réunir des scientifiques de toute spécialité pour se poser les bonnes questions et essayer de trouver les bonnes réponses sans qu'il y ait la pression de personnes, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ça a très bien marché pendant quelques années, après c'était une autre histoire.
Franchement, ça a été une aventure formidable et Jean-Marie en a été vraiment un des grands animateurs parce qu'il était persuadé que ce débat scientifique était quelque chose d'indispensable, qu'il fallait faire autrement que ce qu'on avait fait jusque-là. Voilà, je voulais raconter ça parce que je pense que c'est une belle histoire de lanceur d'alerte, que ça rend hommage à Jean-Marie pour ce qu'il a fait et le rôle qu'il a joué, parce que quand même grâce à lui, si on regarde l'histoire, eh bien, on ne plante pas d'OGM en Europe. Voilà, en fait. Alors vous allez dire, il y a eu les faucheurs volontaires et tout ça, oui, c'est vrai, mais au moment où il y aurait pu avoir une dynamique incroyable de mise en culture en Europe, la France a bloqué. Quand la France a bloqué, les autres ont bloqué, et ça s'est arrêté. Et les Américains qui pensaient qu'en 2000, c'est ça, en 2000, la moitié de nos champs de maïs seraient OGM, ils en sont restés pour leurs frais, parce que nos champs n'ont jamais été OGM. Et là, évidemment, c'est aussi toute la dépendance après que l'on voit sur d'autres sujets. Dans un registre absolument parallèle, il y a eu aussi Michel Rivasi, donc après Tchernobyl, 1986, qui a donc créé le CRIRAD. Donc ça, c'était sur la pollution donc, nucléaire. Et là aussi, donc, Jean-Marie s'intéressait donc aussi au sujet, et il s'intéressait d'ailleurs tellement qu'un jour, on lui a dit, bon, voilà, le Luxembourg a envie de faire une centrale nucléaire. Est-ce que vous pouvez venir pour raconter? Alors, il est parti, comme il savait très très bien le faire. Les amis, je vais vous expliquer pourquoi. C'est une énergie du diable, le nucléaire. Bon. Et après, il y avait des arguments scientifiques qui étaient derrière. Donc, il n'y a pas eu de centrale là-dessus. Cela dit, nos amis luxembourgeois vont servir à Cattenom, hein, pas plus voilà, ou en Belgique, ou etc. C'est sûr aussi. Mais quand même. Donc, il y a eu des choses effectivement qui ont fonctionné. Cher André, je sais que tu as quelques merveilleuses petites photos de frères, mais peut-être que tu voulais réagir, je ne sais pas, sur par rapport aussi à l'éducation et par rapport aux enfants. Ça répond effectivement à la question qui est posée, comment intéresser les jeunes générations. Voilà. Donc, on a lancé des opérations zéro phtalate. Pourquoi ces opérations zéro phtalate? Alors voilà, vous allez voir. Lève-toi si tu as envie. Voilà. On équipe des lycéens, on l'a fait dans 41 lycées, donc c'est pas une expérience, on l'a fait dans 41 lycées, ça c'est la dernière opération qu'on a menée à Surgères, dans un lycée agricole. L'idée c'est d'équiper une quinzaine de lycéens d'un bracelet en silicone qui capte effectivement un certain nombre de polluants. Alors on va analyser uniquement les phtalates. Hors de question d'analyser les dioxines, les PCB. Parce qu'une fois qu'on aura mis en évidence qu'il y a des dioxines et des PCB mais qu'on ne peut rien faire, c'est pas utile. L'intérêt de faire le focus sur les phtalates, c'est que c'est un perturbateur endocrinien non persistant. Et c'est une famille de perturbateurs endocriniens impliqués dans toutes les grandes maladies chroniques. C'est invraisemblable quand on regarde la littérature. Cancer du sein, cancer de la prostate, asthme, troubles neurodéveloppementaux, enfin j'en passe, c'est des perturbateurs endocriniens de toute façon. Donc si on les élimine, c'est un progrès sanitaire considérable. Donc c'est un perturbateur endocrinien non persistant, donc en 5 ans, on doit arriver à zéro. Et les inspections générales qui ont rendu leur rapport d'évaluation de la stratégie nationale perturbateur endocrinien disent zéro exposition perturbateur endocrinien d'ici 15 ans et zéro exposition d'ici 5 ans, avec des objectifs quantifiables. Bon, moi je décrypte ça. L'objectif, c'est effectivement zéro exposition perturbateur endocrinien non persistant. Et la production de phtalates en France, c'est 100 000 tonnes. D'accord. Les pesticides, c'est 60 000 tonnes. C'est ça. Donc voilà, on va regarder, voilà, ça donne ce type de résultat. Les pesticides, si vous voulez, sur les 10 milliards que l'on donne, moi je le traduis en chiffres, selon les trébuchants, sur les 10 milliards que l'on donne à la PAC. Et là, moi je n'ai rien contre aider les agriculteurs, à condition que ce ne soit pas forcément pour faire ce qu'ils font. C'est 1,8 milliard. Le chiffre d'affaires, effectivement, des pesticides, c'est 1,8 milliard. Donc ça ne rigole pas une seconde. Et en même temps, on a eu beau essayer de changer la donne, mais les gens sont toujours à la fois clients et fournisseurs d'une coopérative, et enfin, les gens, c'est-à-dire les agriculteurs. J'en veux pas à cette profession, hein, c'est-à-dire ils sont ok. Enfin, ils font le choix aussi d'être ligotés avec ce qu'ils ont derrière. Et vas-y, je t'en prie. Alors, l'expérience, en fait, les lycéens portent ce bracelet pendant 7 jours. Jour et nuit, ils dorment avec, ils prennent la douche avec, voilà. Et pendant 15 jours après,
une formation, une sensibilisation, principalement la relation plastique aux cosmétiques. Et on refait une campagne de 7 jours. Et vous voyez, là c'est l'autre lycée de Ferté-Massé. En 15 jours, ils étaient très mal placés au départ, hein. Ils ont diminué de moitié en fait. Voilà. Ah oui. Donc, alors, c'est intéressant dans ce graphique, c'est les lycées les moins contaminés, c'est l'Huygant, l'école alsacienne. Donc les lycées les plus favorisés. Et les plus contaminés, c'est la Seine-Saint-Denis. Ouais, on dirait qu'il y a un gradient social dans cette affaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils font maintenant eux-mêmes la vidéo. Et alors on n'a pas le temps de la passer, hein, mais on vous laissera l'adresse, regardez la vidéo, comment ils parlent eux-mêmes de cette opération. Moi, ce que je retiens quand ils nous disent ça, quand ils expliquent pourquoi ils ont fait ça, ils disent « Ah, c'est fun, c'est fun ». Et quand on a fait un bilan à Annecy, après la signature de la charte des territoires sans perturbateur endocrinien, ils avaient invité 2 lycéens pour dire qu'est-ce que vous avez retenu. Un garçon, une fille, et le garçon dit ah moi ce que j'ai retenu, j'ai changé. Maintenant j'aère ma chambre. Ça fait sourire tout le monde, parce qu'on voit bien que faire en sorte qu'un ado aère sa chambre, c'est pas une question de réglementation, c'est pas une question de police, c'est une question de prise de conscience. Et ce sujet, c'est l'outil effectivement tout à fait intéressant pour se faire. Ça n'est pas vécu de façon dramatique, ça aussi, parce que c'est facile de faire un discours anxiogène sur ces sujets, parce que, mais dans les faits, on fait la démonstration que si on élimine ces substances-là, les gains sont considérables. On a une étude américaine qui est sortie il y a 3 ans maintenant, que j'encourage les villes à promouvoir, une étude qui est une synthèse de 16 études américaines, qui dit si on diminue l'exposition aux phtalates des femmes enceintes, si on y supprime les phtalates, 90%, hein, on va diminuer la mortalité infantile, et ça va diminuer la prématurité d'un cas sur 3. Un cas sur 3. La santé périnatale, grand problème. La France est devenue le 23e pays européen sur 27. Et j'ai regardé les chiffres sur la Moselle, puisqu'on ne va pas poser la question, je vais le dire. 4,8 pour 1000 en Moselle. La Moselle, vous êtes au niveau de la Bulgarie. Bravo, bravo. Vous êtes loin, ça fait plus de 3 fois la Suède et la Finlande. Il y a quand même un bel objectif de dire c'est quand même plus logique d'être au niveau de la Suède et de la Finlande que d'être avec la Bulgarie et bientôt rejoindre la Slovaquie. Alors, j'ai fait cette même démarche récemment dans une réunion avec... Est-ce qu'on est davantage dans la vallée de la Forge? L'adjoint à la santé de Créteil, vous savez que Créteil, vous êtes à un niveau de 7. Vous avez dépassé la Roumanie. Alors, autre élément, on était auditionné par la mission santé périnatale de l'IGAS, avec France Asso Santé. Je vais vous donner l'exemple sur Paris. Paris 8e arrondissement, c'est au niveau de la Suède et de la Finlande. Le 19e arrondissement est au niveau de la Roumanie. 3 km de différence. Donc ce n'est pas l'accès à la maternité qui est en jeu. C'est effectivement des sources. Alors l'environnement, au sens global du terme, mais l'environnement chimique notamment doit jouer un rôle important, et c'est un environnement sur lequel on peut agir. Et là on fait la démonstration que c'est relativement facile, c'est vécu de façon positive, donc ça coûte pas cher, c'est facile et ça peut rapporter gros, comme l'a dit le vieux slogan du loto. Oui, mais en tout cas, grand merci, parce que c'est très intéressant. Ça veut dire effectivement que lorsqu'on met les gens en action, donc les jeunes en action, et qu'il y a une preuve qui est derrière, là, on a effectivement des changements de comportement. Oui. Donc c'est pas des colonnes de chiffres que ça marche pas, on le sait très bien, sur le climat, les gens s'en foutent, bon, très bien, mais en revanche... L'intérêt, c'est que ça rend visible la pollution invisible. Oui. Cette pollution par les phtalates, c'est mesuré par l'Observatoire de la qualité de l'environnement intérieur, c'est la première pollution de l'environnement intérieur. Le premier polluant, les phtalates, le bisphénol. Et donc, pourquoi? C'est parce qu'effectivement, la principale source sont les sols en PVC. Dans un sol en PVC, vous avez 40% de phtalates. Le phtalate est un composé organique semi-volatile. Température ambiante, il est solide. Mais dès que vous avez une petite élévation de température, il se volatilise. Et après, il va se redéposer sous forme de poussière. Donc, vous ne la voyez pas, cette poussière. C'est une poussière très fine. Et quand on fait des mesures, on ramasse la poussière. C'est frappant, on a des doses. Donc, le nourrisson, jeune bébé qui va se promener dans l'appartement, à 4 pattes, il va sucer ses doigts. Et c'est actuellement la fraction de population la plus contaminée. Donc, il a été contaminé pendant la grossesse de sa mère. Parce que là, avec les perturbateurs endocriniens, ce qu'il faut comprendre,
c'est que l'exposition pendant la grossesse induit un effet transgénérationnel. C'est là où le principe de Paracelse, ce vieux principe sur lequel reposent actuellement nos normes, totalement hors de propos. Aujourd'hui, c'est le principe basé effectivement sur la déclaration de Wingspread, c'est la période qui fait le poison. C'est principalement la période du début de la grossesse. Un temps d'exposition très court va induire un effet sur l'enfant, le futur adulte, et sur la descendance. Vous donnez du bisphénol à des rates gestantes, puis après vous les laissez vivre leur vie de rat. Vous observez chez les fils, petits-fils et les arrière-petits-fils une baisse de la fertilité et une baisse de la fécondité. Dans la troisième génération, la moitié des ratons ont disparu, sont morts. Donc, après, vous avez là une explication très claire de la mortalité infantile. Et donc, on peut agir. Et donc déjà, effectivement, que nos jeunes, maintenant, veulent faire ce truc. C'est ça. En plus, cette difficulté à faire des enfants. Ouais, absolument. Et quand on en fait, c'est risqué. Enfin, il y a un relatif risque, effectivement. Enfin, et c'est relativement facile. C'est même très facile à corriger. Très facile à corriger. Alors ça, c'est intéressant, parce que dans les trucs, là, je ne suis pas sûr qu'on en est, là. C'est quoi ça? Ça, c'est doit être... Bon, je pense pas que ce soit Voilà. Pas du... On a bien fait d'enlever le sol en PVC avant que j'arrive. Donc c'est ça. Donc on a les salles en PVC. On a tous plus ou moins des fenêtres en PVC. Ça, c'est... Bien sûr. Donc c'est une saloperie aussi. Bien sûr. D'accord, super. Un rideau de douche, c'est du PVC. Ok. On est très surpris de voir les... C'est tellement banal qu'on ne le voit pas. Ouais. Mais quand même, le sol, 40%. Alors l'aération, parce que mine de rien, moi, j'ai été élevé par des grands-parents qui me disaient de toute façon, ils n'étaient pas du tout comme toi, donc scientifiques, mais ils m'ont toujours dit, de toute façon, il faut aérer. Alors il faut aérer tous les jours, même en hiver, voilà. On n'aime pas encore ces notions de thermos. Santé publique France l'a montré, Voilà, absolument. dans les dosages urinaires, dans l'échantillon de population qui est suivi par Esteban, lorsque le logement est ventilé, la contamination de la population est diminuée de façon importante. Donc Ça, c'est un des premiers gestes que l'on peut faire. Premier geste. Après, ne pas en acheter. Oui. Mais alors, comment savoir, effectivement, parce que lorsque je vais voir, bonjour monsieur, sans phtalate, alors bon, le bois. Il faut enlever, effectivement, en 5 ans, on l'a obtenu dans les pressings. On a obtenu l'interdiction du perchloroéthylène en 10 ans. En 10 ans. Ben, je pense que sur les sols en PVC, on peut aller plus vite. C'est pas très compliqué d'enlever un sol en PVC. Généralement, il y avait quelque chose en dessous quand même, hein. C'est pas le vide absolu. Hein. On va retomber sur quoi? Sur des carreaux, sur du bois, voilà. C'est pas très compliqué. Alors pourquoi cette santé, on est globalement, le point commun en France entre l'environnement et la santé, c'est qu'on est globalement bon sur le curatif, mais on n'est pas bon sur la prévention. On est mauvais. Enfin, si la France est devenue le premier pays au monde pour le cancer du sein, enfin, je le répète, c'est quand même incroyable, non? On est le premier pays au monde pour l'incidence du cancer du sein. Alors on nous dit, c'est normal, c'est l'Europe, tout le monde en Europe. Non, c'est faux. Si on compare un pays qui est proche, l'Allemagne, hein, Allemagne. En France, on est à un taux de 105. S'ils connaissent. Les Allemands sont à un taux de 77. Les jeunes Allemands sont à un taux de 28. Les jeunes Français sont à un taux de 47. Expliquez-moi en quoi les jeunes Allemandes... Alors, si, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a une telle différence. Le département métropolitain le moins touché, c'est le Jura, qui a un taux de 78. Le Jura est au niveau de la Suisse. C'est une piste intéressante à creuser quand même, non? Alors, on nous dit, ah, c'est pas grave, de toute façon, on meurt moins, les soins progressent, on meurt moins. Ah, on meurt moins. Ce que nous dit le cirque, la France a un taux de mortalité de 15,8, l'Espagne a un taux de mortalité de 10,6, le Japon 9,7. 50% de mortalité par cancer du sein, c'est quand même beaucoup. Alors on nous dit, ah oui, mais c'est normal, chaque pays, avec les données, on ne sait pas très bien. Il faut arrêter de rire. Donc il ne s'agit pas de se limiter qu'au dépistage, vivre Octobre Rose, bon ça c'est une chose, mais c'est pas suffisant. Le dépistage, ça ne répond pas par principe. Par principe. Ça s'attaque pas. Il faut attaquer le problème par les deux bouts. Moi je ne dis pas qu'il faut arrêter de soigner les gens, ça serait stupide. Ceci étant, la chimiothérapie, on n'en parle pas. Il y a des données dans une littérature très claire. Si une femme est contaminée par le bisphénol, la chimiothérapie est moins efficace. Ça arrête, on a des preuves scientifiques.
l'adoption de missiles, de cisplatine, sont moins d'impact. Donc le premier, ce serait faire un dosage de bisphénol, de phthalate et de parabène. Voilà. Pas très compliqué à faire. Bon, bah écoutez, désolé, on ne s'est pas trompé en invitant donc André, hein, on parle de lanceurs d'alerte, bah on y est aussi. Ça ne fait pas la une des médias, ça la fait de temps en temps, ponctuellement de temps en temps, mais ça la fait quand même pas. Bon, alors derrière tout ça, évidemment, il y a aussi quand même on n'est pas du tout dans la théorie du complot avec Corinne, etc., et puis d'autres personnes. À qui profite le crime là? Oui, bonne question. En fait, le crime touche tout le monde. J'ai oublié de dire, ça me permet de citer. Le département français le plus touché, c'est Paris. Il y a 15% au-dessus de la moyenne nationale. Quand la France était à 97, Paris était à 114. 15% au-dessus. Et pourtant, il paye plus de 10 000 € le mètre carré. Mais ça, c'est démontré au niveau international. Le cancer du sein touche en priorité, les femmes des milieux favorisés. Donc voilà, il y a un gradient social, mais le cancer de la prostate, c'est la même chose. Hein. Il y a un gradient social inversé. Ceci étant, tout le monde, une femme ne peut dire, moi je sais comment faire pour éviter le cancer du sein. Quand on dit tabac, alcool, sédentarité, très bien, pourquoi on ne parle pas de cette contamination de l'environnement? C'est quand même très curieux, quand même, non? Les données scientifiques sont là, indiscutables. Vous voyez, la présidente de l'Académie nationale de chirurgie a publié ses propres résultats sur le sujet. Donc c'est dans le domaine scientifique et on n'en tire aucune conséquence du point de vue, effectivement, de l'action et de l'information. Ce que je dis sur l'efficacité de la chimiothérapie intéresse tout le monde. Une chimiothérapie, c'est pas un parcours de plaisir, et si on le fait, il faut que ça marche. C'est quand même absurde de ne pas gérer effectivement cette question de contamination. Même chose pour la fécondation in vitro. Si vous avez une contamination par le bisphénol, le risque d'échec est multiplié par 2. Fécondation in vitro, c'est pas non plus un parcours de plaisir quand même. Oui, donc des choses comme ça très simples. Les perturbateurs endocriniens, c'est représentatif. À la fois, ça génère des pathologies, mais en même temps, ce sont des facteurs qui diminuent l'efficacité des traitements. Donc on est gagnant sur les deux parties si on les élimine. Alors à qui ça profite? Les grands fabricants, c'est Bayer, BASF et Total. Super. Alors, va-t-on continuer à acheter des actions? Non, voilà. Laure, vas-y, si tu veux réagir. Moi, je ne pense pas que c'est la bonne idée. Ce que vous avez dit, pourquoi des fois, enfin, pourquoi rien n'est fait ou peu est fait, ça me fait penser à la difficulté du transfert des données de la recherche vers les politiques, vers les gestionnaires et vers le grand public. Et donc, ce que vous dites là, et pourtant il y a des normes, vous savez tous, vous le savez mieux que moi, mais il y a des normes en environnement, et donc ma discipline, elle génère des données pour établir des normes, des seuils à ne pas dépasser, donc pour protéger l'environnement, qui est basé exactement sur le même système que la protection pour l'humain. Alors, je pense qu'il y a un mauvais transfert de beaucoup de données, la plupart des données, vers l'institution publique, même si l'institution publique finance. Le retour et l'utilisation de ces données est très peu mis en œuvre, on va dire, et très peu traduit en normes, et traduit en normes. Je ne dis pas qu'il y a entouré de normes environnementales et pour la santé humaine, mais finalement, par rapport au stock de données ou au nombre de données scientifiques que nous fournissons, très peu finissent en normes et finissent finalement, pour moi, protéger le grand public, protéger l'environnement. Et donc, s'il y avait tout simplement une meilleure utilisation, alors ça nécessite du courage aussi, hein, parce qu'on a des normes et des fois il faut juste les faire appliquer. Ça nécessite du courage. Et donc, moi j'ai vu au cours de ma carrière, on a plutôt, pour certains composés dans l'environnement, augmenté les normes, le seuil,
que dire on n'utilise pas ce produit-là, on change d'utilisation et on laisse les normes de protection voilà, à un seuil bas. Et donc parce que voilà, le cuivre dans l'eau, typiquement, toutes les conduites sont en laiton, et donc on a plutôt augmenté, voilà, parce qu'on n'arrivait pas à respecter les seuils. Et c'est peut-être un changement de pratique qu'il faut faire sur les plastiques, c'est un changement de pratique et un changement de société. Il faut qu'on s'interroge tous, qu'est-ce qu'on veut dans notre société et aider ceux peut-être qui ne peuvent pas prendre des décisions et, voilà, et les faire doucement. Et donc on peut arrêter de produire des plastiques pour la plupart des objets. Peut-être qu'il en faut sur un certain nombre et ça va résoudre le problème. Donc sur ça, j'ai une solution. Et donc on arrête de produire. On a fait des normes pour certains objets en plastique. On peut le faire et beaucoup plus rapidement pour plein d'autres objets et trouver des solutions. Les scientifiques trouvent des solutions. Il n'y a pas de problème avec les industriels. Et donc du coup, là, il n'y a pas que les scientifiques qui doivent agir, c'est aussi tout le monde comme citoyens qui doivent agir. Enfin, l'ensemble doit agir. Et là aussi, en effet, quand je dis on va dans les écoles, on va dans les... En fait, ce genre d'action, c'est pour que les citoyens, soient jeunes ou moins jeunes, soient éclairés et prennent des décisions et des échanges de choses. On avait aussi, donc là il y a un paquet d'années, enfin ce fameux accord de Montréal qui avait eu lieu, avec à la fois des universitaires, des politiques et des industriels pour éviter de flinguer la couche d'ozone, qui est un truc qui est de l'ordre, c'est que là, en termes d'épaisseur, la couche d'ozone, c'est rien du tout. Mais ça évite quand même d'avoir un certain nombre de cancers de la peau quand même. On a effectivement trouvé des solutions. Chère Corinne, nous sommes, on disait ça avec Jean-Marie, je lui ai dit, écoute, tu vois, en France, on adore l'écologie, à condition de ne pas contrarier la FNSEA, qui est co-gestionnaire du ministère de l'Agriculture, à condition de ne pas contrarier le monde de la chimie, à condition de ne pas contrarier les chasseurs, à condition de ne pas contrarier les loueurs de pédalo, etc. Bon, bref, alors, je faisais toute une liste, etc. et tout ça. Je ne vais pas dire où en est-on, parce que là on ne va pas se faire de mal. Mais dans cette société, quand même, qui est court-termiste, et ce court-termisme nous tue, en fait, aussi par rapport à tout ça, vers quoi on peut essayer de s'élever, quoi, au milieu de ce monde de dingue dans lequel nous sommes merveilleusement, où l'écologie est piétinée, ravagée là actuellement. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, hein, pas du tout. Mais là, on est quand même dans une... On est dans le dur, hein, on est franchement dans le dur. Voilà, quel est un peu ton sentiment là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a besoin de tout le monde, et des gens, des jeunes, des moins jeunes, lanceurs d'alerte, des gens qui prennent des risques, etc. et tout, ils vont en tôle, hein, aussi assez souvent. Je ne parle pas des gens qui sont des casseurs, hein, ça n'a rien à voir dans les manifs. Hein, et là, vous avez aussi des gens qui sont professionnels, etc. et tout, de cela, et quelle que soit la cause, ils seront là pour péter. Ok. Je parle par exemple des gens qui sont très pacifistes et qui y vont. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce monde où Jean-Marie disait, mais c'est ça, c'est pas. On fait exactement l'inverse de ce que la nature est en train de faire. Voilà. Donc. On est incontestablement dans un moment de recul. Le problème, c'est pas que c'est pas seulement chez nous. Ce serait chez nous. Il répond, on est à côté de la plaque. Ben non, c'est pas chez nous, c'est en Europe, et c'est encore bien plus aux États-Unis. Donc c'est très compliqué. Je partage ton point de vue, ça ne va pas durer éternellement. D'abord parce que les faits sont têtus et que le bouleversement dans lequel on est entré s'accélère considérablement. Tu parlais de ce qui s'est passé hier à Hermont. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas météorologue, mais enfin, les tornades en France, c'était quand même pas un phénomène fréquent. Hein. À Paris, il y a 2 mois, on a eu quelque chose comme ça, où il y a une vingtaine d'avenues qui ont vu tous les arbres complètement terrassés. Moi, j'habite Paris depuis des décennies, j'avais jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on voit des choses qu'on n'avait jamais vues. Comme ça va s'accélérer, que l'Europe est un des continents qui se réchauffe le plus vite. Je rappelle quand même qu'on est au-delà des 2 degrés chez nous en Europe. Hein. On les a dépassés. Alors qu'au niveau planète, on est autour d'un 5. Forcément, il va y avoir une réaction. Forcément, parce qu'on ne veut pas continuer comme ça. Et les réassureurs, moi ça fait 15 ans que je disais que si les politiques ne font pas leur boulot, c'est les réassureurs qui vont faire. Et les réassureurs, ben, ils n'assurent plus. Voilà comment ça se passe.
Donc, c'est un très mauvais moment à passer. Le problème, c'est que l'addition qu'on va payer va être très chère. Elle va être très chère parce qu'on fait exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire, et que donc on perd un temps extrêmement précieux, et que ce qu'on aura à faire sera beaucoup plus coûteux. Et quand on voit par exemple des organismes comme la Cour des comptes, qui sort un rapport pour dire que le coût d'inaction est inacceptable, ce qu'avait dit Lord Stern en 2007, hein, Exactement. pas tout à fait Oui, nouveau. voilà, c'est un grand argentier britannique Ouais. et aussi donc, mondial. Oui. Et là, on voit la Cour des comptes qui le dit en disant, certes, on est dans un moment budgétaire extrêmement compliqué, mais c'est pas une raison. Parce que ça va finalement coûter beaucoup plus cher. Quand on voit, par exemple, tu parlais de santé, autre rapport de la Cour des comptes, il y a quelques mois, disant que les affections de longue durée étaient passées de 8 à 14 milliards en l'espace d'un an. C'est pas l'opération du Saint-Esprit, hein. Non. Donc le coût est très élevé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à la fois la réalité physique et la réalité financière nous rattrapent. Seulement, à quel prix? À quel prix? Avec, dans le même temps, une désindustrialisation qui va s'accélérer, parce qu'il y a un pays dans le monde qui a parfaitement compris ce qui est en train de se passer, ça s'appelle la Chine. Voilà. Et donc la Chine, elle, c'est le premier pays en termes de décarbonation, c'est le champion du monde des véhicules automobiles, ils vendent des cellules photovoltaïques dans le monde entier, ils sont les champions des batteries, ils ont maintenant le premier marché carbone du monde, et eux, ils filent. Et nous, on n'a même pas, si je puis dire, l'espoir de pouvoir développer une économie cohérente, en compatibilité avec les limites planétaires et la transition, tout simplement parce que se fait tailler des croupières sur le plan économique. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que les gens qui devraient comprendre, ou ne comprennent pas, ou ne veulent pas comprendre, ou ne sont pas capables de comprendre, j'en sais rien. Je ne vais pas tirer des conséquences, mais enfin, je vois ce qui est. Donc si tu veux, par rapport, pour revenir à Jean-Marie, aux discussions qu'on pouvait avoir il y a une quinzaine d'années, autour du tournant des années 2000, où on avait vraiment l'impression qu'on avait pris un envol, qu'on allait être capable de faire des choses. Ouais, on y croyait un peu. Ben oui, on avait... l'Europe était quand même très allante sur les sujets environnementaux, et on se disait, en France, nous, on n'est pas très bon, mais il y a l'Europe qui nous pousse aux fesses, et donc ça va marcher quand même. Toutes les normes, enfin les principales normes, ça vient effectivement Ça vient de d'Europe, transposition 80%. 80% du droit de l'environnement en France est européen. 80%. Là. L'Europe, elle recule. Regardez ce qui se passe avec Omnibus, avec la déforestation, avec tout ce que vous voudrez. Le pacte vert. Voilà. Donc, oui, on va perdre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, je ne sais rien. J'en sais rien. Ensuite, il y aura un balancier, on va repartir de l'autre côté. Mais à quel prix, je ne suis pas capable de le dire. Et plus d'ailleurs, effectivement, on est touché, plus vous avez le mot souveraineté qui sort partout. Vous le mettez à tous les étages, à toutes les sauces, les gens ne savent pas trop en fait ce que ça veut dire, etc. Mais alors, vous n'êtes pas un seul politique, hein, droite, gauche, il vous balance de la souveraineté partout, souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique. Alors, quand on parle de transition écologique, il ne faut pas se tromper, c'est transition électrique, hein. C'est le green capitalisme, c'est pas autre chose. Voilà, ou alors, des choses que je n'ai pas vues. Si, ponctuellement, vous avez à avoir une nouvelle ENS, c'est-à-dire un nouvel espace naturel sensible qui va être créé par les départements, etc. D'ailleurs, une fois de plus, hein, tant qu'on ne décentralise pas véritablement aussi, on aura des problèmes. Tous les rajouter quelque chose, en fait, je t'en prie. Donc là c'est l'opération Zéro Salade qu'on a menée avec le soutien des caisses primaires d'assurance maladie. Ah. Et ça, c'est récent, ça. J'ai été auditionné par la direction de la transition écologique de la CNAM il y a un certain temps. Ils me disent, mais en soi, on peut être légitime à s'intéresser à la santé environnementale. J'aurais dit, mais c'est très simple, c'est vous qui payez. Ah. Et donc, effectivement, ils ont intégré, ils soutiennent une opération comme celle-là, à Guise, dans le nord de l'Aisne. Alors, on a fait 150
Là, on a eu un financement assez conséquent, 50 000 €, c'est pas rien. Et on a touché 150 personnes dans une petite ville de 5 000 habitants. Donc tout le monde avec lui, ils ont entendu parler des perturbateurs endocriniens et des phtalates. Voilà, suivant. Et donc l'assurance maladie, dans sa convention d'objectifs et de gestion, a intégré les opérations zéro phthalate. La convention d'objectifs et de gestion, c'est ce qui lie l'assurance maladie et l'État. Donc c'est vraiment le document du haut niveau, à ce niveau-là. Et toutes les caisses primaires ont maintenant la consigne, que je fais la consigne d'ailleurs, hein, de développer des opérations zéro phthalate. Et là, récemment, j'ai fait une réunion, invité par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Alors, je n'ai pas encore totalement l'habitude de parler de ces questions, mais qui sont mis, et les délégués à l'assurance maladie, vont contacter l'ensemble des professionnels de santé. Ce qu'une association, une ONG ne peut pas faire, évidemment. Donc, ils le font, et notamment sur cette question-là, et effectivement, tous les professionnels de santé sont intéressés. Donc, voilà. Le fait, ça c'est l'objectif de l'inspection générale. C'est quand même important. Les inspections générales santé et développement durable nous disent zéro exposition aux perturbateurs endocriniens. Donc ça va devenir la loi aujourd'hui. Comment on va s'y prendre? Voilà. On supprime les bisphénols, les phtalates et les parabènes qui sont à 100%. Et on passe à zéro en 5 ans. Bon. Donc ça, on mobilise les collectivités locales. Donc là, suivant. Et c'est l'objet de la charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. Donc je fais le lien avec Metz, qui a signé la charte, et j'attends, d'après la discussion extrêmement fructueuse que j'ai eue ce matin, tout à l'heure, mais voilà, Metz s'engageant sur zéro exposition aux perturbateurs endocriniens non persistants en 5 ans, voilà un beau programme municipal. Bon, ça c'est pas mal. Hein. Heureusement que Grosdidier connaissait bien donc Jean-Marie, parce qu'il a été nourri à ça, ce qui est très rare dans son parti, hein, soyons très très clairs. Ça va pas de soi. Au PS non plus, hein, je tiens à dire tout de suite les choses. Hein. C'est pas l'environnement et l'écologie, c'est pas du tout dans la matrice ni des LR, ni forcément d'une grande partie de la gauche. C'est pas pour faire du 50-50, mais c'est juste une réalité, parce qu'on est fréquents quand même pas mal les uns les autres. Et quant au vert, le jour où ils seront capables de nous donner envie, ce sera aussi formidable. Alors, ça c'est fait. Si, on peut avoir. Alors, nous, à un moment, on va s'absenter avec Corinne, parce que je vais tourner, ça je vous le dis. Je vais tourner un petit son aussi avec elle, qui passera le 21 décembre, dans CO2 Mon Amour, donc le dimanche 13h20. Où, moi je vous remercie, parce que j'ai quand même 1 175 000 à écouter cette émission. Et nous allons évidemment faire une émission avec quelques témoignages, et puis évidemment vous réécouterez donc du Jean-Marie Pelt à cette occasion. Je pense qu'après, quand j'aurai quitté Inter, il ne va pas y avoir grand monde qui va pouvoir parler de lui, mais c'est comme ça, et moi je ne loupe pas une occasion, donc ce sera le 21 décembre. Donc évidemment 2 jours avant les 10 ans de sa mort. Voilà, Jean-Marie lui disait, mais tu sais, chez les Pelt, on meurt toujours du cœur, ça pourrait couper. Lors d'une anesthésie, oui, effectivement, le cœur a lâché. Je sais s'il avait un cœur extraordinaire pour les humaines et les humains que nous sommes. Donc, vous n'hésitez pas, si vous souhaitez nous poser quelques questions. De toute façon, on n'a pas la prétention de tout dire, loin de là, mais j'ai compris que ça se faisait dans cette manifestation. Alors demain, ce sera peut-être plus calme avec Robert Ferry et Jacques Besson. On a été sages, hein. Vous étiez très bien, je crois qu'on était en... Oui, absolument. On a été pas mal. Il y a un beau programme, hein. Moi, je découvre là, le truc là, mais vraiment des choses très très bien. Il y a Orsena qui va vous parler d'eau. On va parler de fleuve. Comment? Oui, mais bien sûr, non, c'est des questions, il n'y a pas de souci. Voilà, il y avait des questions. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir, merci pour cette intervention. Je m'adresse à vous 4. Je m'appelle André Gorduneuf, chef presse. Et ne pensez-vous pas que les problèmes liés à l'écologie auraient pu être réglés depuis bien longtemps si on avait laissé parler le peuple, une démocratie bien plus grande et participative,
avec des conventions citoyennes beaucoup plus assidues et respectées, une toute autre démocratie, parce que je pense que nous devons inventer de tout nouveaux outils face aux défis du XXIe siècle, et là on n'y est pas du tout. On continue avec, j'aime bien je suis vraiment républicain, mais cette 5e République est à bout de souffle, et je pense qu'une plus grande démocratie serait nécessaire pour améliorer ce monde. Une convention citoyenne sur la santé environnementale, me souffle donc André, il se dit que ce serait une très très bonne idée, c'est évident. J'irai plus loin. Oh oui, non, mais on peut couper. Non, voilà. Non, c'est parce que oui, effectivement, la 5e République a été créée en 1958, ça a été fait effectivement pour le général de Gaulle qui voulait arrêter effectivement tous les errements de cette 4e République, et voilà, je sais bien compris que ça effectivement, je vous en prie, monsieur. Non, je me permets de prendre la parole parce que ça c'est très lié. Il y a quelques années, on a failli se rencontrer avec Madame Lepage pour un pré-G7 de l'environnement avec des PME, avec le club d'entreprise Technopole. Parce que la question qu'on posait, c'était sur l'idée de comment les individus dans l'entreprise, donc les citoyens, peuvent, sur des problèmes rencontrés, des observations, par exemple peu importe, dans l'entreprise, on voit des tas d'errances de direction. Il y a parfois des salariés qui sont isolés. Alors, on a travaillé sur le concept de volontariat environnement, et c'est l'idée du citoyen qui puisse prendre son sort en main. Et on a essayé de faire ici même d'ailleurs, on a essayé de faire se rencontrer des volontaires d'entreprises différentes pour essayer de créer du réseau. Et là, c'est hors de parti, hors d'organisation, vraiment de la volonté, un peu comme il y a les secouristes du travail. En fait, ce seraient des volontaires qui puissent se former. Il y a de la compétence aussi chez les citoyens, des gens qui sont sensibles. Et là, c'est vraiment un grand regret de voir qu'on n'a pas d'écho, bon, avec les Verts, avec le PS, avec d'autres, on n'a pas d'écho sur l'idée de servir de support aux initiatives qui viennent d'en bas. Et voilà, sur le volontariat environnement, il y a un truc à faire. Sur la prévention des idées, avant qu'on soit devant le problème, c'est d'anticiper sur des situations. Non, mais je pense que vous avez tout à fait raison. Moi, il m'arrive souvent d'aller faire des conférences dans des entreprises, et ça marche toujours très très bien. Il y a un vrai accueil, les gens sont extrêmement contents, pas seulement par politesse, mais je vois bien que ça leur donne envie, ça leur donne des idées, voilà. Et monsieur, sur ce que vous disiez tout à l'heure, ouais, mais enfin, il y a quand même un petit paquet de populistes qui détestent l'environnement. L'environnement, enfin, pour moi, c'est un crève-cœur, parce que ce que je défends depuis des décennies est devenu haïssable pour une partie de mes concitoyens. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, parce que c'est notre bien commun, c'est l'avenir de nos gosses, je ne comprends pas oui, tu as raison, qu'il y ait une vraie haine qui se développe sur ces sujets-là. Ça, c'est quelque chose qui, après toutes ces années, est pour moi probablement ce qui est le plus douloureux, vous voyez. Ce que vous évoquiez, monsieur, votre demande de démocratie participative, finalement, moi j'ai évoqué tout à l'heure la difficulté que l'on a de faire transférer, ça s'appelle comme ça, transférer les données de la recherche dans la société. Effectivement, et je suis une scientifique, et ma position politique n'a pas d'importance, je ne suis pas une activiste, comme vous le disiez tout à l'heure, écologiste. Par contre, je suis persuadée que si les citoyens appuyaient, moi je vous disais, on va vers les citoyens pour les former et avoir un avis éclairé, et il est évident que si les citoyens, par retour, appuyaient, on le sait que si on est tout seul à aller prêcher, voilà. Et donc, si on est plus nombreux, sans parler de partis politiques, hein, on n'en est pas là, je pense que votre parole n'était pas là, la mienne non plus. Et donc, du coup, si on est appuyé, voilà, c'est sûr que la pression est plus forte. Et donc, par contre, elle ne s'exprime pas non plus, on va dire, en termes de politique ou d'adhésion à des partis politiques. Et comment faire? Il faut réinventer ce genre de choses. Monsieur le disait, en impliquant le grand public, en faisant de la science participative, mais c'est aller aussi au-delà.
Et donc, et ça c'est peut-être compliqué, mais ça je trouve que c'est un espoir pour appuyer chacun son métier et appuyer de la science et appuyer des choses qu'on veut faire passer. Et donc du coup, effectivement, juste un exemple, entre le curatif qui est très cher et le prévisionnel ou l'anticipation qui est moins cher, et comment le public peut aussi s'approprier des choses. Vous le disiez, les changements climatiques vont entraîner pas mal de dégâts. J'étais à Saint-Pierre-et-Miquelon et comment, certes, et les pouvoirs publics, mais les Miquelonais aussi se sont appropriés et anticipent et déménagent un village, en tout cas pas tout le monde, mais une partie des gens. Et c'est aussi une belle action collective entre les habitants, premièrement, qui sont les premiers, qui pourraient être les premiers touchés, puisqu'ils n'ont jamais été forcément touchés. Et donc du coup, les habitants, les gestionnaires, le politique, et c'est une belle action en fait d'anticipation. Et c'est un peu finir sur aussi une note un peu positive. Moi, je suis enseignante et il est difficile de montrer tout le noir tous les matins à tous les étudiants parce que il faut derrière montrer aussi des solutions, qu'il y a un espoir pas naïf, mais des solutions. Et je pense que tous ensemble, j'ai encore moi cet espoir en fin de carrière que tous ensemble, si le public, ça m'a fait chaud au cœur ce que vous avez dit, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent être aussi engagés, et donc moi j'en suis ravie, parce que c'est quelque chose que on peut soutenir nos jeunes, comme vous le disiez, les étudiants sont jeunes, et donc du coup il faut les soutenir pour leur montrer qu'il y a quelque chose de désirable dans leur futur, justement. Des nouveaux outils. Oui. Et nous outils, absolument. On est à la croisée des chemins, mes amis. C'est-à-dire que il y a un chemin et c'est possible. Et vous avez raison, moi je cite toujours en permanence entre être hyper lucide, ne pas être bisounours à l'antenne, et à côté de ça, on n'a pas le droit de désespérer les gens. On était là-dessus et Jean-Marie, c'était ça. Parce qu'on a des enfants et des petits-enfants. Donc, si on est uniquement que dans l'espoir, je trouve ça très bien, l'espoir, mais c'est un truc extrêmement gazeux. Si l'espoir est la première marche pour passer à l'action, c'est génial. Si on reste que dans l'espoir, bon, bah, pour rester dans l'espoir, et puis c'est une bonne chose, ça fait jamais de mal. Éloi Laurent est un économiste qu'on ne connaît pas forcément, et qui, lui, avait fait un petit bouquin sur le côté, et si on avait la santé comme boussole, on peut l'élargir, on va dire le bien-être. Bon, alors après, tout dépend de ce qu'on met dans le bien-être, parce que si vous êtes un hyper-consommateur, votre bien-être va passer par l'hyperconsommation. Bon. Mais en tout cas, sur la santé, les gens se rejoignent à peu près. Alors, sans forcément faire ce que faisaient nos Bhoutanais, c'est-à-dire le bonheur national brut, etc., qui est une très belle idée, ça appuie à beaucoup de gens. Enfin bon, c'est 40 000 km², c'est une petite dictature quand même, pas non plus, voilà. Mais ça a quand même été une idée de se relier à la nature. Si on se relie effectivement à la santé, là on a une clé qui effectivement peut être un bien commun qui va quand même toucher tout le monde, quels que soient les bulletins de vote, on s'en fout de ça. Là, effectivement, la santé, ça touchera tout le monde. Et effectivement, réaction de la CNAM qui dit « Mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça ?» Eh bien, parce que vous allez payer moins cher. Ah oui, d'accord. Donc, on s'en fiche, mettons l'argument fric, puisque c'est ça qui fonctionne aussi. Si on veut effectivement dépenser moins et avoir une vie quand même meilleure, moins de vieillir, ce serait quand même aussi un truc assez extraordinaire. Nous, on vous laisse avec Corinne, parce qu'on va enregistrer un petit son qui est à 21h. Donc, pour Jean-Marie, voilà, oui, on va se débrouiller. Et je vous en prie, monsieur, allez-y. Dernière question. Une dernière, d'accord. Déjà, la première chose, je crois qu'on est dans une pièce magnifique, dans ce grenier, avec je ne sais pas combien de personnes qui respirent, pas mal, avec aucune ventilation, aucune fenêtre ouverte. Et je me pose la question de savoir si on a toujours conscience de ce qu'on est en train de faire. Ma question, ce n'était pas celle-là. Ma question, c'est sur les lobbies. Évidemment, ça vous mettait en perspective, parce que les lobbies, j'étais à Bruxelles, j'ai vu où se trouvaient les lobbies, le bâtiment immense, avec plein de fenêtres, donc ils sont des milliers, ces gens-là. Et ils font absolument ce qu'ils veulent. Et ils trompent complètement nos représentants. Donc ma question reste toujours là. C'est 15 000 à peu près. Voilà. Est-ce que par rapport à ces lobbies, c'est vraiment le pot de fer contre le producteur, on n'a aucune chance de pouvoir y arriver, sachant que pour tricher, on y arrive toujours. J'ai entendu parler des camionnettes qu'envoyaient certains, comme L'Oréal, je crois, l'avait fait à une certaine période, avec une camionnette remplie de choses qui expliquaient pourquoi le produit était bon, qu'il n'y avait absolument aucun problème, qu'il n'y avait pas de soucis de santé derrière, alors que c'était faux. Et qui avait fait ce boulot-là?
C'était des étudiants qui étaient embauchés par les lobbies pour préparer justement cette camionnette. Donc on se fait toujours avoir à tous les coins de rue. Est-ce qu'il n'existe pas un moyen en Europe et en France pour dire stop, ça suffit maintenant? Alors, ce serait très très long de répondre à tout ça. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, notamment quand j'étais au Parlement européen. Et j'aurais tendance à vous répondre que le problème, c'est pas le lobbyiste, le problème, c'est le lobbyé. Je veux dire par là que si vous avez des représentants qui sont convenablement informés, corticalisés, et qui ont le sens de l'intérêt général, les lobbies, ils tombent sur un mur. Ils tombent sur un mur. Le problème, c'est que tous les représentants ne sont pas forcément au niveau auquel on voudrait qu'ils soient. Voilà. Je dis ça sans acrimonie particulière. Mais vous voyez, quand on reçoit des cadeaux, je me souviens, à la fin de l'année, je recevais des cadeaux. Alors, les cadeaux, ils étaient renvoyés à l'envoyeur, sauf l'expéditeur, sauf la nourriture qui partait au restaurant du cœur. Basta. Quand j'étais sur la liste rouge des lobbyistes, mais je m'en fous. Ce qui aurait été bien, c'est que tout le monde soit sur la liste rouge des lobbyistes, il n'y aurait plus de problème. Voilà. Je suis désolée, mais là, il faut vraiment que je vous laisse. Voilà, on vous remercie beaucoup, Denis Chessou et vos invités.